Donc aujourd'hui, moi je voulais vous parler voilà, de la construction de la politique de l'eau en Calédonie. Alors, voilà, en introduction, concrètement, pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que 20 jours avant le référendum, donc, qui a eu lieu en novembre 2018, parce que vous savez tous qu'il y a eu un référendum pour l'indépendance donc en Calédonie, et 20 jours avant, c'est un peu passé inaperçu, mais le gouvernement de Calédonie a présenté son plan d'action pour la politique partagée de l'eau. Donc dans un contexte politique compliqué, on a un ministre de l'Agriculture non indépendantiste et un ministre des Affaires coutumières indépendantiste qui ont porté une politique de l'eau sur la base d'une concertation assez large, puisqu'il y a 500 personnes qui ont été consultées, ce qui en Calédonie représente une personne sur 500, donc c'est assez représentatif. Et on a donc un plan d'action et un document stratégique qui ont été construits en 6 mois dans ce contexte politique un peu mouvementé. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était simplement vous raconter cette histoire de la construction de la politique. Ça me permettra également de vous parler des enjeux sur l'eau en Nouvelle-Calédonie, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens ici qui n'en aient jamais entendu parler. Et l'idée, c'est aussi de faire un focus dans ce récit sur la manière dont Coplan a été utilisé pour construire ce plan d'action. Donc Coplan a été utilisé de manière, j'ai envie de dire, totalement inattendue. Voilà, je vous raconterai ça. Et donc je voudrais montrer comment ça a été utilisé et approprié. Alors, je vais juste faire un petit aparté. Est-ce que vous savez tous ce qu'est Coplan ? Non. Ah là là. Il y a beaucoup de gens sortés. Alors, j'essaie de résumer ça. Donc, Coplan, c'est dans toute la batterie d'outils de la démarche coplage qui ont été développés par l'UMR pour faciliter la concertation et la mise en place de plans d'action pour la gestion de l'eau. Coplan, c'est l'outil qui est... Ah zut, ça n'a pas marché. Coplan, c'est l'outil qui est tout en bas, là-bas, en fait, qu'on utilise à la fin, finalement, du processus de concertation pour élaborer un plan d'action et un plan d'action et un plan d'action pour la gestion de l'eau. Donc théoriquement, c'est quand même un outil qu'on utilise après avoir établi un diagnostic territorial. Je vais le faire parce que si j'appuie sur ma souris, ça va... Pardon, voilà. Donc là, on a le diagnostic territorial. Pour le faire, on a des outils comme WhatAGame. Là, j'espère quand même vous connaissez tous. Voilà, je trouvais que ça ne savait pas. Mais c'est pas grave, j'ai mis une autre diapo. Donc si on veut utiliser du Coplan, de manière cas d'école, on établit un diagnostic. Il y a plusieurs outils, mais donc il y a WhatAGame qui sont donc les jeux de modélisation participative et de simulation participative qui permettent de partager ce diagnostic. Et ensuite, Coplan, concrètement, c'est la phase et les outils qui permettent d'élaborer le plan d'action de planification. J'en ai mis quelques-uns, donc qui sont constitués concrètement je vous ai mis une fiche action, donc les gens se réunissent, définissent et proposent des actions, qu'ils réfléchissent en fonction des besoins qui sont nécessaires en argent, réglementation, en temps pour faire cette action, et des effets potentiels de cette action sur la communauté, l'écologie, le développement économique, etc. Donc on a une succession d'ateliers, il y a ces propositions d'actions, ces actions sont priorisées, si je résume, et elles sont ensuite, on va dire, listées, et elles constituent listées, priorisées, organisées, pour construire le plan d'action qui peut se présenter sous la forme d'un fichier Excel, comme vous voyez là. Voilà, c'est très bref. J'espère que Nils ne m'en voudra pas d'avoir été aussi rapide. Voilà. Donc ça c'est Coplan, et donc cette démarche, normalement c'est quand même des démarches qu'on met en place sur plutôt du long terme, avec des successions d'ateliers. Donc j'en reviens à mes moutons, après ce petit aparté sur Coplan.
Donc moi, ce que je veux vous présenter là, c'est dans un premier temps, bon, les contextes, quand même, les enjeux liés à l'eau en Calédonie, pour quand même que vous compreniez ce qui se passe et les enjeux de la politique de l'eau. Ensuite, je ferai un focus sur un forum de l'eau qui a été organisé et qui a été le point de départ de la construction de cette politique de l'eau, et dans lequel, voilà, Coplan a été mobilisé. J'ai marqué Coplan à la rescousse, parce que c'est vraiment comme ça que ça a été mobilisé. Et en conclusion, je ferai une petite diapo sur l'appropriation, la diffusion de l'outil et puis des perspectives de recherche. Donc la Calédonie, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste à côté de l'Australie. Donc c'est 280 000 habitants, c'est pas énorme, 18 000 km², ça fait en gros 300 km sur 80, on va dire. Et donc ça a un statut, une organisation particulière. On a un gouvernement calédonien, 3 provinces, nord, sud et les îles, 33 communes, et on a aussi donc un Sénat coutumier, qui est chargé des affaires coutumières, puisqu'on a en gros 25% des terres qui sont des terres coutumières, sur lesquelles les coutumiers ont l'autonomie, et donc qui sont de droit coutumier. Donc on a un droit commun et un droit coutumier qui se chevauchent, et on a 8 terres coutumières. Alors, l'eau en Calédonie, est-ce que c'est vraiment une source de tension? C'est une question que je me suis posée en arrivant en Calédonie, je ne le cache pas. Et je trouve que on voit dans le rapport de synthèse donc de la mission interservice de l'eau, qui a été publié en juin 2017, cette phrase que j'aime beaucoup, parce qu'elle rend compte vraiment de l'état de partage du diagnostic sur les problèmes de l'eau, qui est les diverses atteintes et menaces dont fait l'objet la ressource en eau, peut donner une tonalité d'ensemble que d'aucuns jugeront alarmiste et d'autres pourront considérer comme beaucoup trop timide. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des tensions sur l'eau en Calédonie? Alors, déjà il y a de l'eau. En gros, on a 1500 mm d'eau en moyenne sur le territoire, de pluviométrie, pardon, donc avec des contrastes évidemment entre la côte est et la côte ouest, mais bon, il y a un réseau hydrographique qui est très développé, donc voilà, globalement on est quand même dans une zone avec de l'eau. Les besoins en eau, bon, c'est variable suivant les zones, mais vous pouvez le voir, donc l'agriculture et l'AEP ont des besoins à peu près équivalents, ce qui est assez rare je pense, mais qui montre que l'agriculture finalement, déjà elle est peu développée. Et donc on a, en fonction des zones, donc là ce qu'on voit, on va avoir des besoins qui sont différents, avec des zones donc, comme le Grand Sud, où c'est rouge, où les demandes, en priorité une demande minière, parce qu'en Calédonie, donc, on a 2 usines d'exploitation de nickel, donc sur le Grand Sud et sur VKP, que vous voyez là. Voilà. Donc l'économie de la Calédonie est quand même largement basée sur l'exploitation du nickel. Ensuite, on a un bassin ici qui est très agricole, avec des grosses demandes agricoles, et après vous voyez on a des zones comme ici le nord où la demande en eau elle est exclusivement fondée sur l'AEP. Voilà. Donc des besoins qui sont pourvus globalement. Toutefois, on a quand même des tensions locales. Alors j'avais fait un travail qui n'est pas exhaustif, mais d'essayer de cibler un peu les grands enjeux sur l'eau, les grandes tensions locales qu'on a. J'avais classé sur 3 types. Donc on a des enjeux sur tout ce qui est pollution, qui peut être minière, bon ça c'est un gros problème évidemment, mais aussi quelques zones agricoles ou domestiques. Donc c'est à chaque fois des problèmes très ponctuels. Vous voyez, là on va retrouver du plomb dans les eaux souterraines, on a tous les problèmes qui sont liés à la pollution minière sur les 2 sites miniers. On a des problèmes sur l'eau potable. Alors, sur des accès à l'eau potable, il y a une zone en Calédonie où il y a un gros problème d'accès à l'eau potable parce qu'il n'y a pas d'eau, il fait très sec. Mais sinon, le principal problème, c'est la question de la tarification. Donc il y a un quart des communes qui ont encore une eau gratuite. Et en dehors du Grand Nouméa, sur toutes les autres communes, les communes qui essayent de mettre en place une tarification, c'est extrêmement difficile. Et pour vous donner une idée, donc les taux de recouvrement moyens des factures en dehors du Grand Nouméa, c'est à peu près 30%.
C'est-à-dire qu'il y a 70% des gens qui ne payent pas l'eau. En dehors du Grand Nouméa. Voilà. Ensuite, on a des problèmes d'inondation sur cette côte-là. On a des problèmes plus de pénurie, mais qui sont d'eau, qui sont saisonnières. Donc ça, c'est une zone point goutte sur laquelle on avait travaillé avec Niels, sur lequel il y a des pénuries d'eau pour l'irrigation, donc à certaines périodes. Et ensuite, on a donc, des tensions qui sont vraiment spécifiques là, à la Calédonie, que j'ai regroupées autour de l'eau sacrée. Donc ça, c'est toutes les tensions qui concernent, ce sont plus des tensions sociales, qui concernent vraiment les représentations et les tabous qu'il peut y avoir autour de certaines rivières ou de certains trous d'eau qui sont situés sur les terres des tribus. Voilà. Et ensuite, alors là, le point, je pense, qui fait que certains considèrent que l'eau en Calédonie et les enjeux sur l'eau sont vraiment graves et importants. Je pense que c'est surtout le cadre législatif qui est complètement lacunaire. Alors, je ne vous ai pas tout listé, mais j'ai cité quelques exemples qui me semblent intéressants. Alors, le premier, c'est le cas de l'eau coutumière. Donc, les autorités coutumières ont l'autonomie sur le foncier, mais depuis 2009, ont aussi la gestion, la propriété, c'est pas très bien défini, de l'eau sur leur foncier, y compris la propriété de l'eau souterraine sur leur foncier. Donc ça, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes en termes de gestion et de continuité de la gestion à une échelle territoriale, mais ça pose d'autant plus de problèmes que 50% des captages d'eau potable sont situés sur du foncier coutumier et évidemment distribuent de l'eau aux communes en dehors, enfin à tout citoyen, qu'il soit sur foncier coutumier ou pas. Jusque-là, j'ai envie de dire, ça ne pose pas de problème parce qu'il n'y a quand même globalement pas de tension sur l'eau. Mais quand on regarde, il y a quand même des conflits locaux autour de la notion de propriété de l'eau qui commencent à apparaître. On a ensuite des lois qui sont totalement obsolètes. Alors celle que j'aime bien parce qu'elle est un peu parlante quand même, c'est les normes sur l'eau potable qui datent de 1979. Donc concrètement, la Nouvelle-Calédonie est en dehors de l'Europe, donc toutes les normes européennes ne s'appliquent pas. Et donc là, sur l'eau, les normes n'ont pas bougé depuis 1979, ce qui fait, si on résume, que l'eau salée est potable, d'un point de vue des normes. Ce qui fait aussi, sur les services d'eau, il y a un certain nombre de contraintes qui ne s'imposent pas. Et on a donc, ça c'est un autre point, c'est pas forcément lié aux normes, mais on a 40% quand même de la population sur toute la côte est qui n'a pas accès à une eau traitée, donc qui boit de l'eau brute. Voilà, après on a d'autres problèmes parce que on a des codes de l'environnement qui sont différents en fonction qu'on est en province nord, en province sud ou en province des îles. Avec par exemple des débits réservés qui vont être différents suivant l'endroit où on se situe. Voilà. Et on a des connaissances qui sont complètement lacunaires sur les ressources comme sur les usages. Comme il y a une grande partie des communes qui sont sans tarification de l'eau, il n'y a pas de compteur, etc. Donc voilà pour ce petit tour. Je ne sais pas si vous avez des questions tout de suite sur les enjeux un peu cruciaux pour comprendre la suite. Non, ok. Voilà, donc, alors, dans ce contexte où effectivement il n'y a pas vraiment de diagnostic partagé sur les enjeux autour de l'eau, et où certains considèrent que ce n'est pas un problème parce qu'au final, il y a de l'eau, il y a des besoins couverts, on a des tensions locales, des problèmes réglementaires, mais bon, voilà, il n'y a pas d'urgence sur l'eau maintenant en Calédonie. Malgré tout, dans ce contexte, on a donc deux ministres, enfin surtout d'ailleurs le ministre de l'Agriculture, qui décide de lancer une politique de l'eau. Alors, pourquoi il décide de lancer cette politique de l'eau? Historiquement, le ministre de l'Agriculture voulait lancer une politique de l'eau agricole. Là, on a bien senti qu'à un moment, ça allait coincer. Donc, il s'est allié au ministre des Affaires coutumières pour lancer une politique de l'eau partagée.
Donc cette politique de l'eau, l'idée c'était qu'elle soit portée, comme elle était à l'initiative du ministère de l'Agriculture, par la DAVAR, donc la Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales, et par la MISE, donc une mission interservice de l'eau, qui, début 2018, n'existait pas officiellement, qui était simplement on va dire, un regroupement voilà, des services, mais constitué sur une base volontaire. Donc elle n'avait pas, début 2018, d'existence officielle. Mais donc le ministre, vous les voyez là, les ministres en question d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, c'est le blanc qu'on voit, et le ministre des Affaires coutumières, c'est le Canac, c'est les deux plus jeunes ministres du gouvernement. Voilà. Donc ça c'est au forum de l'eau. Donc on est en... Voilà, donc là on est début 2018 et bon, on dit qu'il faut faire quelque chose sur l'eau, poussé par les services de l'État qui ont constitué cette mise sur la base finalement du volontariat. Et donc ils décident de lancer un grand forum de l'eau qui serait, je cite, le point de départ de la politique partagée de l'eau. Donc le but de ce forum est de dresser un état des lieux, d'identifier, de définir des orientations prioritaires et de mettre et de définir aussi donc les moyens à mettre en œuvre pour construire cette politique de l'eau. Donc on a un forum de l'eau qui s'organise sur 3 jours en 2018 avec des objectifs assez ambitieux et dont l'objectif est qu'en 3 jours on dresse l'état des lieux, on identifie les orientations prioritaires et on constitue un plan d'action. Sachant que à ce moment-là, le gouvernement n'a pas du tout de perspective pour la suite de la concertation. En gros, l'idée, c'est de se dire, on met tout le monde autour de la table dans un grand forum, et puis après, on construira, ou on fait valider d'ailleurs, les objectifs ne sont pas très clairs, un document stratégique. Alors donc, ça c'est début 2018. On a voilà, je veux dire, personnellement, je suis appelée en février, voilà, bonjour, est-ce que tu voudrais nous aider à animer le forum de l'eau? Bon, travailler sur l'eau, c'est très sympa. Donc j'arrive dans un processus de forum qui a été initié en janvier 2018, février ça se constitue. Il y a eu des préparations avec des collèges d'acteurs qui ont été des réunions qui ont été organisées par la MISE. On a un cabinet de conseil local qui a été recruté, qui était chargé de l'organisation, de l'animation du forum. Et ce cabinet constitue une équipe d'animateurs avec des experts, avec des experts de la MISE, et puis des gens extérieurs. Pour animer le site. Alors, on est en février, on ne sait pas bien combien de participants il va y avoir à ce forum. Les invitations varient entre 150 et 800. Et par contre, il y a un planning qui est défini, il y a 3 jours, il y a un programme qui est imprimé, et voilà, il y a 2 mois pour préparer le forum. En termes de concertation, il n'y a pas de méthode. Voilà. Donc concrètement, l'organisation, l'idée c'est de se dire, il y a sur les 3 jours, 1 jour et demi de débat en plénière, avec des échanges avec des pays étrangers, donc là en l'occurrence des représentants israéliens, australiens, polynésiens et français. Et pour la concertation, donc pour le partage, alors il y a des ateliers qui ont été pensés, 4 ateliers de 2 heures, avec 30 à 80 personnes, on ne sait pas bien, organisés par thématique, santé, économie, aménagement, environnement, et surtout des ateliers qui se suivent pas, c'est-à-dire ces 4 ateliers qui se répètent avec des personnes différentes, et ça c'est écrit en dur dans le programme. Donc ça veut dire concrètement que l'idée c'est pendant 2 heures de faire de la concertation avec un groupe de personnes pour partager un diagnostic sur les problématiques et les enjeux de l'eau, et pour commencer à construire un plan d'action. C'est un petit peu ambitieux. Donc, je reviens sur mon plan de tout à l'heure. Il y a quelques personnes qui, en Calédonie,
en amont, avaient suivi la formation Coplan de Niels, dont moi, qui me disent, mais quand même, pour ce forum, on pourrait faire du Coplan. C'est quand même ça qui est demandé. Il faut qu'on partage un diagnostic, qu'on définisse un plan d'action. Voilà, ça c'est du Coplan. Sauf que du Coplan en 2 heures, c'est quand même un petit peu compliqué. Et donc on a eu une idée avec le groupe de personnes donc, qui avaient suivi la formation de détourner le Coplan et de travailler sur 2 heures, non pas sur des actions, mais sur un partage des résultats attendus par la politique. Donc on a transformé la fiche et l'idée, ça a été pendant 2 heures de faire travailler les participants par petits groupes autour de qu'attendez-vous d'une politique de l'eau en Calédonie. Donc voilà, c'est là. Ils définissent un résultat à atteindre. Pour atteindre ce résultat, selon vous, quels sont les prérequis en termes de compétences locales, en termes d'outils techniques, de technologie, de réglementation, de financement, de autres. Ces résultats, si jamais on les atteint, quels sont les impacts en termes de santé, au niveau économique, au niveau environnement, au niveau aménagement? Est-ce que c'est urgent d'atteindre ce résultat ou pas? Et qui doit porter évidemment ce résultat, voilà, qui est plus impliqué là. Donc on a fait travailler, du coup il y a eu combien d'ateliers? Attendez, 4 fois 2, il y a eu 8 ateliers. Et au final, en faisant travailler donc sous-ateliers thématiques, ça, il y a eu 8 ateliers de 2 heures, avec à chaque fois des personnes différentes qui tournaient, et on a récolté 250 propositions à l'issue du forum. Oui, sachant, pardon, parce que là j'ai oublié de parler, vous voyez, il y a des petites gommettes sur la fiche, donc à l'issue de l'atelier, on fait travailler donc chaque petit groupe autour de cette fiche. Évidemment, chacun partage le fruit de ses réflexions à la fin de l'atelier. Et on a demandé aux participants finalement de... Alors, prioriser, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, oui, effectivement, de prioriser les actions qui leur semblaient les plus importantes parmi celles proposées dans l'atelier. Donc ils avaient une gommette en sortant et ils la mettaient simplement sur leurs actions préférées. Précision, vous aviez combien de personnes par groupe? Et d'autre part, la réalisation d'une fiche était au départ individuelle, avec un marketplace, ou c'était tout de suite le groupe entier qui faisait les fiches? C'était tout de suite le groupe. Par groupe, c'était très variable parce qu'on a eu des ateliers à 30 et on a eu des ateliers à 80, donc des groupes à 3 et des groupes à 8. Et voilà. Alors donc en résultat quand même, hein, j'aime bien ce résultat parce que j'aime bien, j'ai repris donc, les 250 actions ont été synthétisées, présentées à la fin du forum, etc. Et ça a été un franc succès. J'aime bien cette phrase du directeur du WWF à la fin du forum, donc, qui a dit « C'est la première fois que je participe à un véritable exercice de concertation citoyenne et j'ose le dire de démocratie participative. Je remercie les politiques d'avoir eu le courage de porter cette démarche. » Alors j'aime beaucoup cette phrase parce qu'en fait, il a remercié des politiques d'avoir eu le courage de porter cette démarche, sauf que les politiques, en fait, n'étaient pas vraiment au courant qu'ils allaient porter cette démarche. Ils se sont un peu retrouvés, j'ai envie de dire, piégés par la méthode. Donc ils voulaient de la concertation, mais ils avaient plutôt, quand même, au départ, envie d'avoir une concertation qui leur permettait finalement de faire passer un plan d'action qu'ils avaient déjà prépensé. Bon. Ouais, c'est ça. Et surtout, ça a été un succès parce que finalement, à l'issue de ce forum, qui devait être le seul parti consacré à la participation et à la concertation, je veux dire, dans la construction de la politique, il y a eu une demande forte pour poursuivre l'exercice. Donc, à l'issue du forum qui a eu lieu en avril, la mise, le fameux groupe volontaire a été légitimé, donc a acquis une existence grâce au forum officiel pour pouvoir poursuivre la construction de la politique. Et ensuite ont été organisées donc des rencontres typologiques sur le terrain. Donc le forum a eu lieu à Nouméa et l'idée a été de refaire des ateliers
thématique sur l'ensemble de la Calédonie. Donc là, il y a eu 6 grandes zones sur la Calédonie avec donc 6 grandes réunions. À l'issue donc, de toutes ces rencontres, effectivement, les résultats à atteindre ont été compilés et il y a eu un atelier donc, de co-construction en août du plan d'action et du document stratégique qui a été restitué donc, en octobre. Donc juste, il y a eu 2 choses du coup, qui ont été produites à l'issue de ces 6 mois. Un document stratégique de politique, qui est celui qui a été présenté et puis qui va passer là devant le congrès en mars. Et puis il y a surtout aussi une feuille de route pour les différents services qui a été faite là pour le coup sur le modèle Coplan. Je vais vous la montrer parce qu'elle est quand même assez impressionnante. Si j'arrive à aller sur le machin. Voilà. Donc en août, ça s'est passé en août pendant donc l'atelier de construction du plan d'action. Donc on a un plan d'action type Coplan qui a été mis en place avec, alors en août je ne sais plus, mais il y a 700 actions qui ont été classées avec les objectifs stratégiques qui ont été définis. À chaque fois, on a derrière un indicateur d'impact de cet objectif, des objectifs plus opérationnels. Je les passe. Les actions derrière ces objectifs à mettre en place. Je passe. Les dates de début de l'action, de fin de l'action et les échéances. Les actions ont été budgétisées, tout au moins ce qui était budgétisable. On a défini donc les pilotes. Je ne sais pas si vous me suivez en fait quand je parle. Voilà. Et puis voilà. Donc en gros c'est la feuille de plan d'action du Coplan. Alors sur cette partie-là, si vous regardez un peu en termes de calendrier, c'était en août. C'était en août 2018. Et alors ce qui est assez marrant, moi j'avais quitté la Calédonie à ce moment-là. Et en fait cette manière, et cet outil de compilation des différentes actions, il a été proposé et mis en place par les personnes qui avaient participé à la formation Coplan dans le nord de l'île, qui ont proposé de mettre ça en place et du coup qui se sont appropriés l'outil et qui l'ont diffusé assez simplement pour la mise en place de ce plan d'action. Voilà, bon, je ne vous dis pas les objectifs stratégiques. Si quand même. Voilà, si. Non, vu l'heure, je passerai. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le document, je vous le dirai après. Et en conclusion, donc j'avais 2 conclusions. Alors le premier, c'est sur l'outil lui-même. Alors clairement, sur la manière dont ça s'est passé, que ce soit au forum, pendant les réunions typologiques, sur le terrain, il y a eu à chaque fois un vrai sentiment de partage, je cite, parce que c'est quand même un terme qui est ressorti à plusieurs moments. Et la méthode, elle a été plébiscitée, appropriée, c'était extrêmement simple finalement à mettre en place et rapide, là on le voit. Par contre, j'ai mis Coplan disparaît, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on a parlé de Coplan. À aucun moment, l'affiche, il y a eu un label Coplan. Voilà, ça, il y a quelques personnes qui avaient participé à la formation qui en ont profité pour me dire de remercier Niels, mais c'est tout. Voilà. Donc j'en profite. Hein. Mais voilà, le label Coplan et le label outil et IRSTEA, UMRGO, ça a totalement disparu. C'est passé sous silence. La deuxième chose que je voulais souligner, c'était la difficulté que j'ai eue à prendre la suite de What Again. C'est-à-dire que nous, on avait mis on avait fait toute une séance des sessions et développé What Again dans le Nord avant de développer Coplan. Et en fait, on m'a sollicité tardivement pour venir appuyer la concertation sur la politique de l'eau. Finalement, parce que j'ai eu quelques retours, parce que après What Again,
on avait considéré que ce qu'on faisait plus, nous en tant que chercheurs, c'était de la sensibilisation autour de l'eau, c'était des discussions, des jeux, et qu'on ne pouvait pas, bon voilà, on n'a pas été ciblés vraiment comme des personnes qui pouvaient appuyer la mise en place d'un plan d'action. Et stratégique, voilà. Ça, je pensais que c'était intéressant de le faire remonter. Ensuite, alors sur l'outil lui-même, ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, en ouvrant largement la discussion, il y a des objectifs et des objectifs de politique et des propositions qui ont été faites qui sont extrêmement novatrices. Notamment, donc il y en a une qui est le premier objectif de la politique, qui est de sanctuariser des bassins versants pour préserver l'eau et les écosystèmes liés. Donc ça veut dire créer des réserves intégrales autour de certains bassins versants et de ressources stratégiques. Donc localement, pour la petite histoire, les réserves intégrales, les directions de l'environnement en Calédonie essayent d'en créer depuis des années pour conserver la biodiversité. Ça n'est jamais passé, évidemment, parce qu'il y a des miniers, il y a un fort lobbying minier derrière qui veut garder la possibilité d'exploiter certaines zones, je résume. Et du coup, par la politique de l'eau et par cet outil-là, finalement, cette proposition, elle est ressortie parce que c'était vraiment une proposition citoyenne. À un moment, on arrête, voilà, il faut qu'il y ait des zones qui ne soient pas exploitées par les mines. Et cette proposition, elle a aussi été portée par des miniers, puisqu'il y a des groupes où il y a des miniers qui ont proposé eux-mêmes de sanctuariser certaines zones, des salariés qui ont profité à un moment donné, voilà, qui ont profité d'être au sein d'un groupe ou au sein d'une instance complètement, enfin d'une participation complètement ouverte pour proposer des actions comme celle-là. Alors ensuite, on a eu des choses très intéressantes aussi sur la question du statut juridique de l'eau. Parce qu'il n'y a pas de statut juridique de l'eau en Calédonie, et donc on a cette question terre coutumière et voilà, coutumier non coutumier. Et donc il y a notamment des propositions qui ont été faites pour passer certaines rivières ou certains trous d'eau en personnalité juridique vivante. Donc c'est quelque chose qui s'est fait en Nouvelle-Zélande sur un fleuve. Voilà, et qui dit que voilà, le fleuve, le trou d'eau ou la rivière est une personnalité juridique vivante avec tous les droits tenant à ce statut-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus haut d'un point de vue juridique pour protéger la ressource en eau. Et ensuite, on a eu aussi quelque chose qui est revenu assez souvent, qui était la volonté de mettre un système de gouvernance indépendant des élus. Donc ça, c'est à l'étude. Alors c'est marrant parce que ça vient du modèle israélien. Et c'est venu, la proposition a y compris été faite par les maires qui ont énormément de problèmes pour mettre en place la tarification et qui en gros à chaque fois qu'ils mettent en place la tarification mettent aussi leur siège en jeu. Donc ils cherchent à mettre en place un système de gestion de l'eau potable indépendant des communes. Voilà. Alors en perspective de recherche, je voulais simplement dire que, alors là c'est ouvert, hein, c'est aussi, même si c'est pas prioritaire pour l'UMR, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place et des projets qui peuvent être développés, notamment parce qu'il y a dans la politique de l'eau, il y a un objectif transversal qui est dédié au financement des connaissances et de la recherche. Donc normalement il y a un moment où il va y avoir des financements spécifiques pour ça. Et donc alors voilà, nous, on a un projet qui démarre qui s'appelle le projet Goutte sur la gouvernance de l'eau sur terre coutumière. On a monté avec l'UMR GRED et l'UMR Espace Dev, donc avec des anthropologues essentiellement et des géographes, sur la connaissance des savoirs locaux et ensuite la manière de produire des outils de gestion adaptés spécifiquement aux terres coutumières. Voilà, on a un peu de financement qui arrive de fonctionnement là-dessus. S'il y a des adeptes autour de la salle, le sujet est encore ouvert et vous pouvez vous manifester. On va mettre en route, normalement c'est bien parti, un stage sur l'évaluation du processus de concertation, donc avec Niels. Et ensuite il y a des opportunités, j'en profite, c'est bien que Laetitia soit là, sur tout ce qui concerne l'analyse économique des services AET, notamment sur des grosses demandes d'expertise sur la réflexion, sur des réflexions autour du système de tarification de l'eau. Voilà. Sachant que moi j'ai commencé à travailler là-dessus, qu'on a
enfin, des bases de données gigantesques. Et ensuite, donc il y a, qui peuvent intéresser certains, il y a des grosses demandes aussi pour réfléchir à des nouveaux modes de gouvernance, voilà, pour mettre en place des nouveaux modes de gouvernance sur le... Merci. Ah, parce qu'en fait, il y a eu le forum et après, il y a eu toutes les réunions typologiques aussi. Et dans les réunions, ce que j'appelle les réunions typologiques après, il y a eu... Enfin, en gros, est-ce que ça n'a pas été d'une certaine façon recapturé par des élites moins participatives par la suite qui ont produit le complément, quoi? Non, pas trop en fait. Non, c'était quand même assez... Alors, il y a eu une ou deux réunions typologiques. Enfin, en fait, effectivement, suivant les zones, ce qui s'est passé, c'est que, on le voit au départ, à partir de la carte des besoins, il y a des zones où les miniers étaient plus présents, il y a des zones où les agriculteurs étaient plus présents, d'autres c'était plus les communes. Donc c'est plutôt on a plutôt en fait en fonction des typologies des enjeux spécifiques qui sont remontés par bassin typologique, mais non, ça n'a pas forcément été capté par une élite. Non. Deuxième question dans le même acabit, c'est comment finalement l'expertise formelle, en particulier l'expertise financière, est intervenue, parce que là, dans le tableau que tu montrais, il y avait la budgétisation, qui est un truc super compliqué. Donc, comment ça a été réalisé? Donc, comment les experts formels sont intervenus? Alors, je fais partie des experts formels. Alors, ça a été, donc il y a eu énormément d'analyses. Alors, ce qui est dans la base de données, c'est pas du tout de l'expertise formelle. Enfin, il y a 50% des données, c'est des données chiffrées qui ont été discutées en atelier autour de la table. Voilà. Bon. Non, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas issu d'analyse économique à proprement parler. C'est de l'expertise. Et après l'analyse économique, alors c'est assez, c'était prévu qu'elle soit présentée. Il y a en fait, pardon. Dans la deuxième phase après le forum, il y a eu, en dehors de la partie concertation, en parallèle, il y a eu une expertise australienne sur la question des modes de gouvernance pour proposer 3 ou 4 modes de gouvernance type. Et il y a eu une évaluation économique derrière de ces modes de gouvernance, ainsi que tout un diagnostic économique sur le coût de l'eau et des services d'eau. Ça, c'est moi du coup qui l'ai fait. Voilà, et après il y a eu aussi tout l'évaluation économique de... Oui, c'est les 3 points. Les chiffres sont là, ils n'ont pas été diffusés en fait. Voilà, parce que l'idée c'était de se dire que politiquement ça ne passerait pas si jamais on présentait les enveloppes nécessaires pour mettre en place la politique de l'eau. Donc ils ont choisi, quand je dis ils, hein, c'est le gouvernement, de reporter les études économiques et les propositions sur la gouvernance et d'abord de faire passer des objectifs stratégiques, y compris l'objectif stratégique de travailler sur les modes de gouvernance et l'analyse économique. Elle a en partie été faite, mais il y a des sujets en fait qui sont extrêmement épineux et qu'ils ont voulu passer sous silence, notamment le coût des services d'eau qui est assez hallucinant. Voilà, et puis donc il devrait amener à mettre normalement en place un prix de l'eau si on voulait avoir des comptes à l'équilibre qui est assez élevé et qui n'est pas soutenable par une population, en tout cas par toute une partie de la population qui n'a pas les moyens. C'est qui là qui travaille sur la gouvernance maintenant? Je sais pas. Pour l'instant, je pense que c'est personne. C'est sorti de leur réseau. C'est le CNI toujours ou c'est sorti de leur réseau? Le réseau avec comment ça s'appelle? Non, c'est un expert australien qui s'appelle Jim Carrey. Ok. Merci. Par rapport aux tensions que tu avais identifiées sur la carte du début, est-ce que ce qui résulte de la concertation apparaît comme une réponse qui traite ces points-là, ou c'est finalement un peu indépendant et on a des actions qui posent une politique mais qui ne résolvent pas forcément les tensions? Je pense honnêtement que tout a été abordé. Ouais. À part effectivement des questions un peu clés comme le financement et la gouvernance qui ont été...
voilà, qui ont été laissés comme objectifs à étudier et pas voilà, sur lesquels on n'est pas forcément rentré dans le dur. Il y a des conflits sur le entre les deux communautés, je parle kanak et kamoche. Il y a une église, c'est plutôt sur la côte est, non? Parce que l'agriculture est essentiellement développée sur la côte ouest, et c'est essentiellement des usages agricoles aussi. C'est essentiellement les kamoches qui ont des grandes propriétés qui utilisent l'eau sur la côte ouest, alors que sur la côte est, c'est plutôt des tribus, et là, leur source de conflit entre les usagers et les miniers qui utilisent quelquefois beaucoup d'eau, et qui peuvent effectivement sécher les nappes perchées, ou comme ça, qui profitent aux autochtones. Alors, quand je suis arrivée en Calédonie, où je vous disais il y a des conflits, personne ne dit non, il n'y a pas de conflit. et sincèrement, en plus, je pense qu'il y a tellement de quantité d'eau qu'il n'y a pas vraiment de gros conflits. Alors, Kanak, Caldoche, franchement, j'ai envie de dire, globalement non. Ceci dit, j'ai un ou deux. Source de conflit entre ces deux communautés. C'est le foncier qui est source de conflit en fait. L'eau n'est pas source de conflit. L'eau devient source de conflit quand il y a du foncier en jeu. Par exemple, autour des périmètres de captage. Voilà, là il y a du foncier, donc là ça devient une source de conflit. Mais l'eau, après, il y a les conflits qui sont connus, qu'on trouve dans les journaux, qui sont référencés, et puis il y a aussi ceux dont on a entendu parler. Et là, effectivement, il y en a quelques-uns dont on a parlé, de tribus qui coupent l'eau, voilà, un agriculteur en bas, etc. Mais à chaque fois, c'est quand même des situations très, très, très localisées, très spécifiques, quoi. Mais ouais, j'ai entendu quelques cas. Comment était reçu le plan, du coup finalement, c'est sorti 20 jours avant le référendum, donc c'est un peu passé sous silence, mais est-ce qu'il y a quand même une couverture médiatique dessus? Est-ce que la dimension participative est ressortie du coup de ce... Oui, ça a été un gros coup médiatique. Je pense que l'idée au départ, c'était quand même de faire un gros coup médiatique de la part du ministre de l'Agriculture. On voulait faire clairement un gros coup médiatique. L'année d'avant, il a mis en place la politique agricole partagée. Donc là, c'était la politique de l'eau partagée. Au départ, c'était vraiment ça. Donc derrière, oui, la presse s'en donnait à cœur joie. Il y a eu des débats sur le contenu dans la presse? Non, ça a été étonnant. Il n'y a vraiment pas eu de débat sur le contenu. C'était plutôt un diagnostic, un état de fait. Bon, voilà, il y a des problèmes, on y va. Et les objectifs, de toute façon, les objectifs, ils sont là, sanctuariser des zones. Alors, sanctuariser les zones de captage, il y a eu des débats, mais plutôt en interne, entre les miniers et les autres, parce que ça pose des vrais problèmes sur l'exploitation des mines, parce que si on veut par exemple sanctuariser des bassins versants, alors au niveau de l'exploitation minière, ça veut dire que ça les bloque sur les deux versants en fait des bassins. Donc ça bloque 2 fois plus de zones que la zone du bassin. Donc, il y a pas mal de choses derrière. Mais après, de l'eau potable à tous, voilà, sensibiliser, communiquer, zéro déchet. Enfin, les objectifs stratégiques, ils sont indiscutables en quelque sorte. Voilà. Il n'y a pas de groupe qui, par exemple, dit nous on n'a pas participé à ça, ou dit que c'est participatif, mais on n'en a pas entendu. On n'était pas à ce fameux forum, du coup notre voix n'a pas été entendue. Au niveau de la presse, c'est pas ressorti. On n'en a pas entendu. Après, c'est là où ça vaut le coup de faire une évaluation de la concertation, c'est que il y a beaucoup de choses qui passent pas par la presse aussi. J'ai 2 questions. La première, c'est qu'on a l'impression d'un paradoxe, puisque tu as l'air de dire qu'il y a peu de tension en termes de ressources, en termes de quantité notamment. Alors, d'une part, tu l'as un peu expliqué, mais pourquoi c'est la ministre de l'Agriculture qui porte ça? Est-ce qu'il y a des demandes derrière de groupes professionnels, par exemple? Et qui porte la voix de l'environnement dans cette histoire? Est-ce que c'est le ministre des Affaires coutumières? Est-ce que c'est la mise? Est-ce que la voix de l'environnement n'est pas portée? Mais à ce moment-là, il y a aussi un paradoxe, parce qu'il y a quand même des choses assez environnementalistes dans les propositions. Et ma deuxième question, c'est, je pense que la loi est en cours d'écriture, j'imagine qu'elle n'est pas encore... En fonction de ta lecture des enjeux, des rapports de force aussi entre les différents acteurs en présence, qu'est-ce que tu penses qui va résister au moment d'écriture de la loi, et qu'est-ce qui va peut-être moins résister?
Alors, sur le fait que c'est le ministre de l'Agriculture qui a initié la démarche, clairement, c'est parti de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a un plan de développement. La politique agricole a été validée l'année d'avant. Et sur cette politique agricole, il y a un manque d'eau pour développer l'agriculture, notamment parce qu'il y a des grosses prévisions de développement des cultures de maïs, pour le détail. Et il y a des zones où il y a des pénuries, notamment à Point-Bout où on avait travaillé avec Niels, où il y a un barrage qui doit se mettre en place qui est principalement à vocation agricole, et le projet de barrage a été bloqué. En terre coutumière a été bloqué. Donc derrière ça, effectivement, il y a le lobbying agricole qui a dit bon, nous, il nous faut de l'eau. Je synthétise. Et donc le ministre de l'Agriculture s'est lancé là-dedans aussi, pour cette raison-là. Alors, ça a été étonnant parce que l'agriculture, je dirais qu'en tout cas pendant la période de concertation, le lobbying agricole, les agriculteurs étaient présents. Mais par contre, vraiment, on ne sent pas de tension entre l'agriculture et le reste. Parce qu'actuellement, le taux d'autosuffisance de la Calédonie, c'est 10%. Donc tout est importé. Donc je pense que tout le monde a conscience qu'il y a un moment à faire développer l'agriculture. Et puis localement, en fait, on ne l'a pas vu, quoi. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Alors après, dessous de table, je ne sais pas, mais ça... les affaires coutumières, donc du coup c'était pour les terres coutumières. L'environnement, il était là au travers de la mise, puisque c'était un des services inclus de fait dedans, et les miniers aussi. Donc c'était plutôt par le biais des services techniques. Le stage qui va commencer, ça vaudrait le coup si l'un d'entre vous, toi Sylvain, ou Magali, etc., vous voulez éventuellement accompagner un peu, parce qu'il y a une dimension de suivi ex post ou de coplan, mais il y a aussi toute cette dimension politique. Ça serait bien orienter un peu les méthodes d'analyse. Tu as une troisième question. La deuxième, c'est qu'est-ce que tu penses le document, en fait, il y a tout dedans. Il fait 100 pages, là, on m'a gentiment demandé de le relire. Et en fait, c'est le plan d'action. Donc je sais pas, ça passe au congrès en mars, je sais pas si tout passera, mais c'est très fidèle avec le plan d'action. Là, tu parles du projet de la proposition de loi. Ouais. À suivre. À suivre, ouais. Après, effectivement, il est écrit par les services techniques. Bon, il est quand même porté par deux ministres un peu. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du congrès. C'est une idée du taux de potentiel de mise en culture. Parce que tu dis mieux maîtriser l'eau pour augmenter la production agricole. Est-ce qu'on est limité? Est-ce que c'est l'eau qui va être le facteur limitant si on veut augmenter la production? C'est parce qu'en fait, il y a relativement peu encore de surface agricole exploitée, surtout dans la zone ouest. Il y a certaines zones, donc sur la côte est, où effectivement il va y avoir des problèmes d'eau. Il y a déjà des problèmes de déficit en eau, c'est pour ça qu'ils veulent développer le barrage, le rythme collinaire. Ils intensifient le maïs en ce moment, j'ai vu ça. C'est ça. En matière d'équipement d'irrigation, ils n'ont rien à envier les autres pays. C'est vachement bien équipé. J'ai vu des. C'est assez variable. Des frontales, des pivots, parce que là, c'est assez rare. Ils ont l'air de pas mal être équipés. C'est assez variable. Je me demandais, est-ce que c'est la surface agricole qui est trop limitée ou ça va être l'eau, vraiment l'eau le facteur limitant? C'est pas la surface agricole. L'eau, ils sont en train de résoudre le problème. Et puis, bon, après, on a vu avec Niels, même sur le barrage, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment un facteur limitant à certains endroits? Moi, je me pose encore vraiment la question. Notamment parce qu'il y a une grosse compétition de l'AEP et sur les zones où il y a un manque d'eau agricole, on a des consommations parfois d'eau potable qui vont jusqu'à, alors parce que j'ai eu un petit record là récemment, c'était 10 mètres cubes par jour par habitant. Tu parles de Nouméa là? Parce que quand même, il faut parler de 250 000 habitants, il faut savoir qu'il y en a 240 000. Non, mais je parle de la côte est en fait. Il y a des gros problèmes de consommation en eau. En fait, les gens utilisent l'eau potable pour irriguer les jardins. Oui, mais du coup, il y a un manque d'eau parce qu'il y a aussi des consommations en eau potable qui sont gigantesques à côté. Tu parlais des mines?
Non, je parle de domestique, de l'eau domestique. En fait, il y a des réseaux d'eau, il y a des zones, il y a 1 km de réseau par habitant, avec des fuites, des réseaux qui sont usés, et puis des gens au bout qui laissent le robinet ouvert pour arroser les jardins, etc., ou pour l'élevage aussi. Parce qu'ils ne payent pas, oui, voilà. C'est pas compliqué. Hein. Et donc, il y aurait des... Enfin, à mon avis, à repenser effectivement l'économie d'eau sur l'AEP, à mon avis, pourrait satisfaire une grande partie des besoins en eau agricole. Bon. Par rapport justement à ces questions de tarification, je ne sais pas si tu as également contacté Marielle Monginon. Non. Parce que c'est vraiment son sujet aussi. Mais après, juste pour finir, je pense que le facteur limitant actuellement sur le développement de l'agriculture, c'est surtout la question du foncier coutumier, qui est un foncier, du coup, c'est une propriété collective, et donc il y a des conflits autour de l'exploitation des terres. Sur la partie est, surtout. Ouais, mais sur la partie ouest aussi. Ouais. Et après, ils ne font pas forcément de l'agriculture intensive non plus. Enfin, je veux dire, ça rapporte tellement, je veux dire, très clair, l'agriculture rapporte tellement, puisque le marché est quand même assez protégé, que voilà, l'agriculture n'est pas très intensive et les agriculteurs sont pas forcément poussés à produire mieux et plus. Quand tu dis rapporte tellement, c'est essentiellement quoi? C'est le facteur élevage, c'est ça? C'est l'élevage, mais par exemple, enfin, je sais pas, j'ai quelqu'un avec qui les ananas, voilà, il y en a un qui a le monopole sur l'ananas, il y a enfin, tout. Ils étaient en train de partie, je ne sais pas si vous pensez, a été lié en bout à bout. Donc, plusieurs hectares liés en bout à bout, ça a des impressions qu'ils sont en train de planter des ananas. Ouais, à peu près 5 km avant Moulin. C'est ça, voilà. C'est impressionnant. Non, mais en fait, les prix sur les marchés sont tellement élevés et les produits locaux sont alignés sur les produits importés, donc les marges qu'ils font à chaque fois sur leurs produits sont gigantesques. Il faut marquer sur production. Voilà, c'est pas une question de production, je pense. Sur le contexte calédonien, on n'a pas du tout parlé d'assainissement. Et là, ça apparaît une orientation à une échéance 2045. C'est quoi la situation sur l'île? Alors, il n'y en a pas. Bon, pour résumer, j'aurais tendance à dire qu'il n'y en a pas. Il y en a à Nouméa, mais alors à Nouméa, il y a un grand tuyau qui a été construit et tout. J'ai appris qu'il n'y a que 20% en fait, du coup, qui était assaini sur Nouméa. Et après, le reste, il y a 2-3 zones où il y a un peu d'assainissement, mais sinon. Voilà. C'est pas ce souci-là sur la pollution des plages de Nouméa, il ne faut pas trop en parler. Voilà, quand il y a les gros orages, c'est une carte surtout au niveau de l'anse des citrons, là où c'est une catastrophe. Des problèmes de réseau, même d'assainissement, qui sont d'énormes problèmes d'assainissement à résoudre sur la ville de Nouméa. Sur la ville de Nouméa, oui, mais après sur la ville de Koné aussi, la deuxième plus grosse ville, quelques soucis aussi. Et puis il n'y a pas d'assainissement non collectif non plus. Il y a des gros problèmes sur les terres coutumières, il y a des fosses septiques qui sont construites à proximité des captages sur certaines tribus, donc quelques soucis de base. J'avais entendu dire que quand on ne serait pas rassuré quant à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sur le plan indépendant et tout ça, il y aurait peu d'investissements justement pour améliorer la situation en termes de traitement des eaux et d'assainissement sur la ville. Les gens qui avaient avancé cet argument-là, ils ne savent pas trop où on va. Donc il y a des gens qui freinent les projets d'investissement qui sont colossaux, justement. C'est parce que ça va les aider. Tu dois les financer, ceux qui sont susceptibles d'investir, d'apporter de l'argent, ils freinent un peu. Tant que si on est dans l'incertitude, il n'y aura pas grand-chose, je pense, qui se fera de ce côté-là. Vous êtes assez réaliste de décaler de 20 ans l'objectif l'assainissement par rapport aux autres. Le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a des changements climatiques ou pas beaucoup? Oui, c'est évoqué pour la partie agriculture, etc. Mais il n'y a pas, c'est pas comme dans d'autres îles du Pacifique où le changement climatique c'est une vraie question sur la montée des eaux et tout. Enfin oui, la question elle est là, mais en tout cas pour la politique de l'eau, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup avancé. Et l'autosuffisance alimentaire, elle est que de 10%?
Alors officiellement les chiffres c'est 10%, mais ça tient pas compte de tout ce qui est produit. Si on rajoute tout ce qui est produit en autoproduit, c'est énorme. En fait, c'est vrai que les tribus sont autonomes quasiment. Voilà. Et ça rentre pas dans les 10%. Si on le rentrait, il y a une étude qui a été faite par l'IAC, on serait plutôt autour de 30-40% d'autosuffisance. Donc il y aurait quand même raison de développer l'agriculture quand même. Ah oui, non, mais c'est important de développer l'agriculture, ça c'est évident. Si, il y a une volonté politique, après localement, c'est vrai que la question, le problème c'est le développement d'une agriculture marchande au niveau des tribus. Parce que du coup, ils le font en autosuffisance, c'est plutôt la culture kanak, c'est une culture de l'échange. Donc, voilà, non, mais en fait, il continue et ça se fait encore. Il y a énormément d'échanges entre les tribus, notamment sur tous les produits qui sont pêchés, chassés et autoproduits. Et du coup, le développement de l'agriculture bute aussi sur la question des terres collectives. Ça, c'est clair. Du foncier, quoi. Du foncier. Ouais, du foncier. C'est pour faire d'investissement si les gens ils ont de sécurité foncière. Ça, et du côté Caldoche, il y a aussi une incertitude quant à l'avenir. Donc, en fonction de. Voilà, là, le référendum, il y a pas mal de Caldoche qui ont aussi peur à un moment donné de perdre leurs terres. De Donc, investir aussi. du coup, il y en a pas mal qui ont ralenti les investissements. On a dit merci à Caroline. Merci.